Namaskar. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez dû voir le live qui a été rediffusé en podcast que j'ai fait avec mon pote Grégory Tabibian. Et il y a à peu près 2000 personnes qui ont rejoint cette chaîne après. Donc ce que je voulais faire, c'était en première vidéo, depuis ma reprise, parce que j'étais un peu fainéant sur cette chaîne, faire une vidéo de réponse aux commentaires qu'il y a eu sous la vidéo. Donc il y a eu plus de 1000 commentaires, dont à peu près 50 questions ou réflexions. Donc je ne peux pas répondre à tous aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à plein de commentaires en texte. Et j'ai gardé 8 questions que je trouvais intéressantes, déjà parce qu'elles sont variées. Il y a des questions sur l'Inde, mais aussi des questions sur la France. Donc on va pas mal parler de la France vue d'un prisme indien. Et puis une petite précision avant d'attaquer la vidéo et les questions. Je pense que je vais changer le nom de la chaîne parce que c'est un terme anglais qui fait pas beaucoup de sens. Donc je pense que je vais appeler la chaîne Ram quelque chose. C'est mon prénom et ce sera une chaîne plus personnelle, on va dire. On est parti. Alors j'ai mis les questions sur un écran qui est derrière la caméra, comme ça je peux les lire directement. La première question, c'est un peu la même, elle vient de Glouton FLR qui demande en gros si on peut s'expatrier en Inde et comment les Français sont perçus en Inde. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de Français en Inde, il y en a 7000. Donc si je retire les retraités, les femmes ou maris d'expats qui ne travaillent pas, les enfants d'expats, et on va mettre de côté aussi les gens qui bossent pour les institutions, donc l'ambassade, les consulats, le lycée français, les centres culturels et ainsi de suite. Des Français qui sont en Inde et qui ont un job, il y en a très peu. À Delhi, il y a peut-être, je sais pas, 200 Français qui bossent directement, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est une toute petite communauté. Et les Français sont en général très appréciés. La France, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est un pays qui est stylé, qui est classe, qui a un art de vivre intéressant, donc c'est très cool d'être Français en Inde. Il y a une petite règle si vous voulez venir travailler ici. Il faut avoir un salaire d'au moins $2000, ce qui fait 1800 € à peu près par mois. Donc voilà, c'est ça un peu la seule règle, mais si on parle de métier dans la tech, c'est des salaires qui sont facilement accessibles en Inde. Par contre, il faut savoir que vous serez jamais indien. L'Inde, c'est pas un pays d'Europe de l'Ouest. Il y a le droit du sang. Même si vous naissez sur le territoire indien, vous n'aurez pas de papier indien. Et même si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez obtenir les papiers indiens, c'est juste pas possible. Ce concept n'existe pas. On s'en rend pas compte en Europe, mais pour beaucoup de pays sur Terre, pour avoir la nationalité d'un pays, il faut avoir du sang du pays, c'est le seul moyen. L'Inde naturalise 1000 personnes par an. Sur 1,5 milliard, c'est rien. 1,4 milliard et quelques, c'est rien. Et 1000 personnes par an, dont l'écrasante majorité sont des Indiens. C'est des gens qui ont quitté l'Inde pour aller vivre aux États-Unis, au Canada, qui ont laissé leur nationalité et qui là la reprennent parce qu'ils veulent venir passer leur retraite en Inde. En gros, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de devenir indien, mais c'est pas grave, vous pouvez vivre toute votre vie en Inde sans aucun problème, vous serez parfaitement accepté. Il y a un seul type de Français, enfin en général d'étrangers qui sont pas trop appréciés en Inde, c'est les backpackers. Alors les backpackers, je les vois à chaque fois que je prends l'avion entre l'Inde et la France. Je vis en France à peu près 4 fois par an, donc je prends beaucoup l'avion entre ces deux pays-là. Ils sont très sympas en général, mais les Indiens les voient comme des hippies qui des fois sont un peu liés à la drogue, ils sont pas très bien vus et en général ils donnent une assez mauvaise image de l'Inde puisqu'ils ont l'habitude d'aller dans les pires quartiers du pays. L'Inde, c'est un pays où quand les gens viennent visiter le pays, ils ont la manie d'aller dans les pires quartiers. Vous tapez vlog Delhi, les quartiers dans lesquels les gens vont, les Indiens qui habitent à Delhi, ils vont pas en fait. Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'y vivre, mais c'est assez particulier. Un truc que je pourrais faire, c'est faire une interview avec... j'ai 2 Françaises en tête, qui sont des très bonnes copines, qui vivent en Inde depuis super longtemps, et qui pourraient donner un avis. Moi, je suis en Inde, donc c'est un peu différent. Et notamment, ces 2 Françaises-là ont eu des carrières en Inde qui sont absolument incroyables. Et même si elles sont très talentueuses, elles n'auraient jamais pu avoir ces carrières-là en France. Ensuite, on a Kala N, qui dit que la vidéo était très intéressante, intervenant très intéressant, merci beaucoup. J'imagine qu'il n'est pas objectif, mais justement, c'est intéressant d'avoir une subjectivité ni pro ni anti-occidentale. Alors, objectif, j'essaye de l'être le plus possible, forcément, on l'est jamais à 100%, mais j'essaie d'être objectif. Par contre, j'ai pas de problème à admettre que j'ai un tropisme indien très important. Et c'est l'intérêt de la chaîne et de ce que je peux dire en général. Quand je donne des cours, j'essaie d'être le plus indien possible pour créer un effet en fait de contradiction et créer un débat derrière et d'avoir une vision assez différente. Ensuite, la remarque, si le fait d'être ni pro-occidental, c'est très vrai en fait. Il y a pas mal de pays, souvent, ce qu'on appelle le Sud global ou les BRICS, ensuite, on les voit comme étant assez
anti-occidentales, comme la Russie ou la Chine. L'Inde n'est pas du tout là-dedans. L'Inde adore l'Occident. L'Inde, c'est pas du tout un pays qui a un problème avec l'Occident. L'Inde adore l'Occident et est ravi d'avoir des échanges commerciaux, diplomatiques, d'éducation avec ces pays-là. Mais c'est pas un pays qui est pro-occidental. C'est pas un pays qui souhaite une hégémonie, surtout américaine, sur Terre. L'Inde souhaite un monde non polaire, donc c'est une très bonne remarque. Alors ensuite, on a une question qui est ultra précise. J'aurais bien aimé qu'il aborde aussi la question de la province du Kerala, qui, sauf erreur, est à ce jour la seule expérience de communisme non dictatorial. Alors je suis pas un spécialiste de l'histoire du communisme, donc je ne sais pas si c'est la seule expérience de communisme dictatorial. Par contre, je veux parler du communisme en Inde. Dans le reste du monde, je ne sais pas. Alors pour ça, il faut voir que déjà, le Kerala, c'est pas une province, c'est un État. L'Inde, c'est fédéral. Il y a 28 États actuellement en Inde, ça change des fois. Actuellement, il y en a 28. Donc, je ne pouvais pas comparer le Kerala à l'URSS, puisque ça ne pourra jamais devenir une dictature absolue, vu qu'il y aura toujours un État au-dessus. Ça reste un État. Mais les États ont beaucoup de pouvoir en Inde. Ils peuvent faire des lois, ils peuvent avoir une fiscalité, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Donc globalement, ça reste quand même une expérience assez intéressante. Et en général, l'Inde, c'est un pays qui est peuplé et qui est grand. Donc un État en Inde, c'est souvent la taille d'un pays. Moi, je viens de l'Uttar Pradesh. Mon État, on est plus de 200 millions. Il y a plus d'habitants dans l'Uttar Pradesh qu'au Brésil, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a beaucoup d'États en Inde qui sont plus de 20 millions d'habitants, donc qui sont en gros assez comparables à des pays. Alors ensuite, en Inde, il y a un mouvement communiste qui est assez important, qui s'appelle le Parti communiste indien marxiste. Alors c'est très rigolo, leur nom, c'est Communist Party of India, entre parenthèses, marxiste. Et du coup, l'abréviation, c'est CPII, entre parenthèses M, pour bien montrer que c'est des communistes marxistes. Alors, sur le point du Kerala, en fait, il n'y a pas qu'un seul État qui est communiste en Inde, il y en a 3. Justement, on va parler d'objectivité, je vais essayer d'être objectif, puisqu'il y en a un qui est une catastrophe absolue, qui est le West Bengal. Je pense que c'est le pire État en Inde. Pour le coup, il y a vraiment une mentalité au niveau local de dictateur. Donc là, c'est une femme qui dirige l'État, qui a vraiment un mindset de dictateur, avec une répression très forte en fait de tous ses opposants politiques. C'est l'endroit le plus dur en Inde actuellement. C'est une catastrophe économique. Je pense qu'aucune entreprise n'a envie d'aller dans le Bengale actuellement. C'est un État qui est frontalier du Bangladesh. Si je prends l'exemple du Kerala qui était dans la question, je le mettrais entre les deux en termes de réussite. Je pense qu'effectivement, c'est une expérience assez internationale. Le Kerala, si je peux faire un parallèle avec les limites du parallèle que ça peut avoir, c'est un peu l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. C'est-à-dire que c'est un État qui a quand même des indicateurs super intéressants. C'est connu que c'est l'endroit où il y a le plus haut taux de gens qui sont lettrés en Inde. 100% des gens savent lire et écrire dans le Kerala. Ils ont un système de santé qui marche très bien. Donc il y a un côté communiste, social qui marche globalement super bien, qui est assez intéressant. Et à côté de ça, c'est un État qui est très syndiqué. Tout le monde est syndiqué. Alors ça va à des niveaux où les barbiers du coin de la rue ont monté leur syndicat. Alors ils n'ont pas de patron, c'est pas trop pourquoi ils font ça, mais ils vont manifester pour leurs droits, ainsi de suite. L'Inde, c'est un pays où on manifeste très peu, donc c'est quelque chose d'assez bizarre en Inde. Il y a une mentalité qui est très repliée sur soi-même. Je pense que les gens du Kerala sont les gens qui sont le moins ouverts sur le monde en Inde. À l'opposé serait le Bihar, les gens les plus ouverts sur le monde en Inde. Sachant que le Bihar, c'est un État qui est très pauvre et qui marche pas très bien, mais les gens sont super curieux de ce qui se passe dans le reste du monde. Et les gens du Kerala sont connus pour beaucoup partir. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup au Moyen-Orient, si vous allez à Oman, vous allez dans les Émirats Arabes Unis, ainsi de suite, vous verrez énormément quand vous voyez un Indien, il y a une chance sur deux que ce soit quelqu'un qui vienne du Kerala. Donc c'est un État qui, en termes de business, marche pas très bien. Il y a une politique assez anti-entreprise qui rend l'endroit assez rédhibitoire pour les entreprises, mais ils ont un système social qui marche plutôt bien, donc c'est un endroit intéressant. En tout cas, c'est un endroit qui est magnifique. Je recommande à tout le monde d'aller visiter le Kerala. Les gens sont très gentils et c'est un des plus beaux endroits en Inde pour faire, si vous voulez, des vacances assez cool, assez chill. C'est un très bel endroit. Et il y a un troisième État qui est communiste. Alors, il est plus communiste depuis très peu de temps, mais c'est un État qui, historiquement, a été communiste. C'est le Tripura. C'est un petit État du nord-est de l'Inde, qui est aussi très très beau à aller voir, et qui, pour le coup, je trouve ça a bien marché, le communisme, en fait, là-bas. Et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de voir, c'est que les systèmes politiques peuvent avoir du sens dans des contextes différents. Le Tripura est très anti-entreprise, a voulu qu'il y ait très peu d'entreprises qui s'y implantent. Ils sont très écologistes, ils sont très religieux, c'est un État très hindou dans son mindset.
Et du coup, ça lui donne beaucoup de charme. Les gens portent encore beaucoup de tenues traditionnelles, alors que si vous êtes dans des grandes villes indiennes, les gens portent des jeans et des chemises. Mais c'est un style incroyable, et du coup, ça rend l'État très propice, notamment au tourisme. J'aime pas trop le terme, mais un peu éco-responsable et ainsi de suite, à la culture de plantes organiques, de thé et ainsi de suite. Donc je trouve que voilà, vous prenez le même système politique, le même parti politique, le parti communiste chinois-indien marxiste, est appliqué à 3 États. Un est une catastrophe absolue, un a des bons et des mauvais côtés, et un est plutôt une réussite. Donc voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Alors Henri demande si acheter des ETF, donc des produits financiers sur les sociétés indiennes est intéressant. Alors déjà, moi je suis pas du tout un expert des finances personnelles, je m'intéresse honnêtement pas beaucoup à la bourse et à ces sujets-là. Je m'y connais pas très bien, mais globalement l'économie indienne marche bien, il y a une grosse croissance, il y a un peu d'inflation aussi. Les sociétés cotées en Inde marchent bien, l'Inde c'est la 4e place financière au monde. Donc oui, si vous achetez des ETF qui sont des produits qui en fait représentent pas mal de sociétés, faire 20% par an, ça me paraît pas très compliqué. Donc ça peut être intéressant à vous de faire un peu de recherche. Ce que je peux vous conseiller, c'est j'ai un ami qui fait un peu de vidéos sur internet qui s'appelle Didier Darcet, qui est un très bon financier, qui est très intéressant. Et il était ici il n'y a pas très longtemps, enfin à l'étage du dessus, dans mon salon. Du coup, peut-être que la prochaine fois, il vient souvent en Inde, la prochaine fois qu'il passe en Inde, on pourrait faire un podcast avec Didier, je suis sûr que ça l'intéressera, pour parler un peu de l'économie indienne d'un point de vue plutôt financier. Moi, je suis pas vraiment un financier. Ce que je sais, c'est que l'année prochaine, il va y avoir une place financière qui va ouvrir en Inde, qui s'appelle Gift City, dans le Gujarat, qui va permettre en fait à des investisseurs étrangers de plus facilement investir en Inde, puisque actuellement c'est assez compliqué. Donc c'est quelque chose que je pourrais peut-être faire une vidéo l'année prochaine là-dessus. Après, si tu as pas mal d'argent, donc au-dessus d'un crore c'est 110 000 euros, donc c'est un ticket d'entrée qui est assez important. Là, tu as accès aux fonds régulés par les marchés financiers indiens. Et les fonds indiens performent vraiment très très bien. Un mauvais fonds fait 25% par an, les bons fonds font 35%. Donc tu peux faire sur 5 ans 5 fois ta mise. Tu peux multiplier ton argent par 5, donc de 110 000 à 550 000 euros en 5 ans. Donc ça marche bien, mais le ticket d'entrée est assez important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les fonds indiens, ils sont très forts pour te garantir ta monnaie. Puisque si tu investis un petit peu d'argent, il ne faut pas oublier que c'est en roupie, que la roupie, c'est une monnaie qui est pas ultra volatile, mais quand même assez volatile. Du coup, tu pars de très bonnes surprises, mais aussi de mauvaises surprises, donc il faut faire attention à ça. Seb, pourriez-vous en dire davantage sur l'utilisation de la Turquie des vidéos de bouffe de rue indienne? Alors, la Turquie, effectivement, est le pays au monde qui propage le plus de vidéos négatives sur l'Inde. C'est pas des fausses vidéos, c'est pas des fake news, c'est des vraies vidéos, mais la Turquie fait en sorte qu'elles soient vues. La Turquie est le pays au monde qui fait le plus de conférences contre l'Inde. C'est un peu le nexus de la pensée anti-indienne au monde. Ils financent des recherches, ainsi de suite, pour attaquer l'Inde. Dans quel contexte cela s'est-il produit? Quels sont les enjeux géopolitiques entre la Turquie et l'Inde? C'est une super question. Alors, moi, ma spécialité en géopolitique, c'est la déstabilisation des États par des moyens asymétriques. Et dans mon secteur, il y a un truc assez paradoxal, c'est que souvent des pays sont attaqués, et le but n'est pas d'attaquer cette cible, en fait. Il y a un but qui est autre. Je vais m'expliquer. La Turquie, actuellement, essaye de prendre la place de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était un peu le phare de l'islam dans le monde, mais l'Arabie Saoudite est sur une tangente plus business, un peu à l'esprit de Dubaï, en fait, pour ça, perd un peu de son leadership dans le monde islamique. Et la Turquie essaye de prendre cette place. Je fais une petite parenthèse, si vous vous intéressez à l'Arabie Saoudite, c'est un pays que je connais un peu, et je pourrais faire une vidéo sur un thème un peu marrant, c'est qu'il y a ce méga projet qui s'appelle NEOM en Arabie Saoudite. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, mais c'est des gens qui y sont jamais allés. Et moi j'y suis allé, j'ai roulé dans tout le truc, j'ai vu ça, et je pense que je pourrais faire une vidéo assez intéressante, et vraiment il y a plein de trucs que je trouve incroyables, notamment au point de vue d'ingénierie à NEOM, et il y a plein d'aberrations, il y a des aberrations écologiques, même juste de pourquoi, dans ce projet-là, qui sont assez intéressants. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo impartiale sur mon avis sur NEOM, et j'ai rencontré toutes les personnes qui dirigent le projet, enfin pas tous, mais beaucoup de personnes qui dirigent le projet, ça pourrait être une vidéo parenthèse assez rigolote à faire. Parenthèse fermée. Et du coup, la Turquie se dit, voilà, nous, peut-être qu'on peut reprendre ce rôle-là et de recréer une sorte d'empire ottoman moderne, ainsi de suite. Et pour ce faire, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, on va devenir un peu les défenseurs de l'islam, et donc il faut qu'on ait des ennemis. Globalement, la Turquie et l'Inde n'ont pas de problème. Pouvoir toujours trouver des micro-problèmes quelque part, c'est des pays qui sont loin, qui n'ont pas vraiment d'intérêt partagé. Donc en fait, les relations entre la Turquie et l'Inde sont plutôt bonnes, à part le fait que les Turcs prennent l'Inde en dressant comme une sorte, en créant en fait un ennemi à abattre,
Et effectivement, ça peut être un peu urticant pour l'Inde. Du coup, l'Inde, c'est toujours un peu, ça a toujours ce truc-là d'un peu, pour piquer un peu la Turquie, on va dire. Récemment, l'Inde a livré un missile qui s'appelle le BrahMos, qui est le missile le plus rapide sur Terre. C'est un peu le fleuron de l'armement de défense, de l'armement indien, de l'industrie de défense indien. Et donc l'a livré à la Grèce. Voilà, pourquoi la Grèce, voilà. Et puis l'Inde est assez, c'est assez rare. Hein, l'Inde est assez pro-Arménie dans le conflit au Karabakh, et notamment livré du matériel logistique à l'Arménie. Ça fera plaisir à Grégory. Un deuxième Sébastien qui laisse un commentaire très vrai. Je vous invite à le lire. Il est un peu long, mais je vous invite à le lire parce que tout ce qu'il raconte est parfaitement vrai. Parce que sa dernière ligne, c'est Tata est tellement importante qu'elle possède une ville, Jamshedpur, qui est surnommée Tataville. C'est vrai aussi, mais Tata ne possède bien plus qu'une ville qui fait de l'acier. Il y a vraiment très très peu de gens qui savent cette histoire-là, mais c'est la personne qui a créé ce qui est actuellement Tata, qui a fait passer Tata d'une entreprise familiale assez importante au méga groupe que c'est actuellement, qui a créé au sein du groupe Tata des sociétés comme Air India ou comme TCS. TCS, c'est 600 000 employés, c'est la plus grosse boîte de services informatiques au monde. Bah, cette personne-là, c'est J.R.D. Tata, et il était à moitié français. Il a grandi en France, il parlait infiniment mieux français que hindi ou marathi ou même anglais. Et donc il y a une histoire entre ces deux pays-là qui est absolument incroyable. Et le fait qu'il soit français l'a énormément influencé. Et son neveu, qui est le patron actuel de Tata, Ratan Tata, notamment grâce à lui, parle parfaitement français. Et personne ne se rend compte, mais la plus grande boîte de ces 100 dernières années en Inde a été bâtie par un franco-indien. Donc je ferai une vidéo s'il y a des gens que ça intéresse sur J.R.D. Tata. Dernière question, elle est de Thane. Je ne sais pas si c'est une référence à la ville plutôt sympathique de Thane, qui est une ville en banlieue nord de Mumbai. Alors ici, on a un peu la rhétorique habituelle anti-Modi, c'est un peu la rhétorique de base que vous retrouvez dans les facs de sociologie américaines. Alors ce que je vous propose, c'est de vous expliquer pourquoi cette rhétorique tient pas debout, et après je vais vous donner moi des vrais arguments anti-Modi si vous voulez, comme ça vous aurez un vrai, si vous ne l'aimez pas ou si vous avez des problèmes avec lui, vous aurez des vrais arguments contre lui. Le premier argument, c'est sur la corruption. C'est une aberration absolue. J'ai travaillé avant Modi, maintenant je travaille sous Modi. Il y a un truc que tout le monde lui reconnaîtra, c'est qu'il a fait baisser la corruption en Inde de manière drastique. Il en reste en Inde, mais je pense que 80-90% de la corruption en Inde est partie. Et voilà, s'il y a un truc à retenir de Modi, c'est ça. Il a été très très fort là-dessus. Il a été intraitable sur la corruption. Il a mis en prison des milliers de personnes. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur la démonétisation en Inde. Vous pouvez la voir, ça parle vraiment de ce sujet-là. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose c'est sa signature en fait d'être anti-corruption. Alors, il n'est pas anti-corruption pour des raisons idéologiques. C'est pas une question de bien et de mal. La corruption, c'est pas bien, mais c'est pas pour ça. La raison, c'est que c'est quelqu'un qui veut rentrer dans les livres d'histoire. Si vous voulez comprendre Modi, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et il a une aspiration de devenir en fait un des personnages importants de l'histoire de l'Inde, au même titre que Ashok ou Chandragupta. Et pour ça, il a besoin d'un gros budget. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il préfère avoir beaucoup plus d'argent pour faire plus de routes, plus d'hôpitaux, être vu comme un leader performant et voilà, être retenu dans les livres d'histoire. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on parle de son entremise avec les grandes fortunes industrielles indiennes. Alors, en Inde, je pense que c'est un des rares pays au monde où les banques et les grandes entreprises indiennes sont terrorisées par le pouvoir en place parce qu'ils ne peuvent pas imposer grand-chose. Ils ont le pouvoir de négociation. Ils peuvent toujours valoriser le fait qu'ils représentent une grosse partie de l'économie indienne, qui représente surtout, encore plus important, énormément d'emplois. Ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour négocier en disant voilà, on a besoin de ça, de telle nouvelle régulation, parce que ça va créer 200 000 emplois et ainsi de suite. Forcément, il y a une discussion permanente entre ces grandes entreprises et l'État, mais c'est faut dire que voilà, en fait, il y a une collusion entre ces élites-là. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'explosion économique indienne dans les années 2010 vient des startups et des PME. C'est eux qui ont créé de la valeur, qui ont embauché, qui ont été un relais de croissance énorme pour l'économie indienne. L'Inde, c'est le troisième marché, c'est le troisième pool en fait, de startups sur Terre. Et moi, j'ai plusieurs entreprises. Une de mes boîtes, on est 350 personnes, donc on est vraiment une boîte d'entreprise moyenne. Je fais des appels d'offres publics pour vendre du matériel militaire à l'armée indienne. Mes deux compétiteurs sont Tata et Mahindra, deux des plus grosses boîtes d'Inde. Et je pourrais mettre un extrait des appels d'offres. Il y a écrit noir sur blanc que à produit égal et en gros prix égal, la priorité
est donné aux PME. Donc on a un avantage énorme en fait. Être une PME en Inde actuellement, c'est super intéressant. Donc l'Inde est très pro startup, très pro PME. Donc cette partie-là, ce reproche-là, fait pas beaucoup de sens. Ensuite, c'est milice du RSS. Alors ça, pareil, l'Inde, ça paraît comme un truc ultra homogène, ensuite. Le RSS et Modi, c'est une grande histoire de désamour. Ils peuvent avoir quelques points d'accroche à certains endroits, mais globalement, le RSS trouve Modi extrêmement faible actuellement, donc c'est complètement faux de dire ça. Et le terme de milice, combien de personnes du RSS peuvent faire 2 pompes et une traction? Alors avant que ce soit une milice, avant que quelqu'un ait peur du RSS, franchement. Son culte de la personnalité. Alors ça, par contre, c'est très vrai. Modi a un culte de la personnalité qui est énorme. Ça, c'est très asiatique, très indien. Il y a des affiches de lui partout. À chaque fois qu'un édifice public est construit, ça se trouve, il sait même pas que ce bâtiment existe. Il y a une photo de Modi sur le bâtiment. Je me rappelle pendant le Covid, sur les certificats de vaccination du Covid, il y avait la photo du Premier ministre. C'était lui, en gros, qui avait fait le vaccin, la vaccination, ainsi de suite. Des fois, ça en devient un peu ridicule. Effectivement, il a un culte de personnalité qui est énorme. Les grèves historiques des agriculteurs indiens. Alors effectivement, c'est des grèves historiques dans le sens où il y a eu 1 million de personnes en Inde qui ont manifesté, ce qui est rien pour la population d'1,4 milliard. Mais tout de même, c'est un pays qui manifeste très très peu. L'Inde est un pays très résilient, très fataliste. Les gens manifestent pas, surtout par rapport à la France. Donc ça a été des manifestations qui ont été vues comme quelque chose de très important en Inde. Maintenant, si on veut regarder de quoi on parle, en gros, le gouvernement central voulait harmoniser l'agriculture en Inde et surtout virer plein d'intermédiaires pour permettre aux paysans de vendre le plus facilement possible aux acheteurs finaux. Et les gens qui n'ont pas été contents, ça a été les grands bourgeois, les grands propriétaires terriens du Punjab, les fermiers les plus riches d'Inde. Donc c'était purement une révolution bourgeoise qui, eux, sont allés manifester jusqu'à Delhi. Alors ils avaient des machines à pizza et des trucs pour se masser les pieds. C'était assez rigolo à voir, pour demander au gouvernement d'annuler cette loi. Et le gouvernement indien était faible. C'est ça qu'il faut reprocher à Modi là-dessus, d'avoir plié face à ces manifestants pour pas en fait avoir mauvaise presse à l'international. On se rappelle tous, en fait, un truc qui a fait basculer cette loi, c'était Rihanna qui a fait un tweet. Enfin, c'est hallucinant en fait. Donc du coup, l'Inde, en fait, a annulé cette loi. On pourrait dire que c'est démocratique, et ainsi de suite, qui, je pense, en fait, est plus une faiblesse qu'autre chose. Les pogroms au Gujarat en 2002. Alors ça, c'est un peu le running gag de la BBC, qui a des sources inconnues, c'est des sources anonymes, pour parler de ça. Donc en gros, en 2002, Narendra Modi devient Chief Minister du Gujarat, son premier grand job en Inde. Donc il dirige un État qui est dans l'ouest de l'Inde, et qui le transformera énormément par la suite. Au début de son mandat, en fait, il y a un attentat. Donc il y a un groupe musulman qui prend des bidons d'essence et qui brûle un train de pèlerins hindous. Donc il brûle le train, il y a 58 morts, des centaines et des centaines de blessés, donc ça a été un choc énorme pour la population indienne et surtout les gens du Gujarat. Et du coup, il y a eu des émeutes interreligieuses à ce moment-là. Donc en gros, entre les quartiers du Gujarat, les gens arrivaient avec des bâtons et se tabassaient, se tuaient, ainsi de suite. Il y a eu, on ne sait pas exactement, entre 500 et 1500 morts. Les chiffres officiels annoncent 790 musulmans tués et 254 hindous tués. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas un pogrom, c'est un conflit interreligieux, on va dire. Et ce qu'on reproche à Modi, c'est d'avoir été un peu laxiste. Sauf qu'il a immédiatement déclaré un couvre-feu. Il a ordonné à la police de tirer à vue sur tous les gens qui avaient des comportements violents. Il a fait intervenir l'armée. Donc globalement, il a fait tout ce qui est en son pouvoir en tant que jeune politicien indien pour ce faire. En 2008, il y a eu une enquête fleuve, un procès fleuve en Inde sur ce truc qui est un grand épisode de l'histoire indienne. Et il y a eu plein de gens qui ont été mis en prison. Alors les terroristes qui ont brûlé le train déjà ont pris des peines incroyables. Il y a eu des gens qui effectivement dans la police ont un peu tenu la police pour laisser les émeutes se faire, mais Modi était très très loin de l'échelon hiérarchique auquel ça s'est passé. Et Modi, en 2008, qui était un petit politicien d'un coin de l'Inde et l'État central était contre lui, a été complètement blanchi. Il n'y a rien contre lui actuellement. Donc, en gros, l'accuser d'un truc sur lequel il a été complètement blanchi par la justice indienne avec des appels et ainsi de suite, à chaque fois il était blanchi, c'est en fait un reproche qui a aucun fondement. Et le dernier point sur le Kerala, on a assez parlé du Kerala aujourd'hui, et le Kerala fait sa vie en Inde, il n'y a pas d'étouffement du Kerala par l'État central.
Je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, alors moi, je veux pas du tout avoir une position pro-Modi, ainsi de suite, absolue, voilà. Si vous voulez des arguments contre Modi, moi, je vais vous en donner. Il y a des trucs intéressants à voir. On pourrait parler globalement de tout ce qui est juridique. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, donc c'est pas quelqu'un qui est arrivé hier. On peut lui reprocher des choses sur ces 10 ans en tant que chef de l'État indien. Le ministère de la Justice indien est une catastrophe et n'a jamais été réformé. Globalement, quand vous arrivez au tribunal en Inde, ça se passe plutôt bien. C'est une justice qui marche bien, mais avec un énorme problème, c'est le délai. C'est 5 ans. En gros, les procès en Inde, entre le moment où vous êtes, on peut vous mettre en prison, le moment où vous êtes jugé, ça peut prendre 5 ans. Et une justice qui est en retard, c'est une justice qui n'est pas rendue. Et ça, c'est inadmissible en Inde. La Supreme Court, qui est le deuxième organe de pouvoir en Inde, qui est juste en dessous de la présidente et au-dessus de Modi, est une blague absolue. Je pourrais faire une vidéo sur c'est Clown World, la Supreme Court en Inde, c'est une blague absolue. Ça mériterait une vidéo. Modi avait promis depuis des années qu'il y aurait un code civil unifié en Inde, parce qu'en Inde, il y a cette blague d'avoir un code civil par chaque communauté. Il a promis ça, il a toujours pas eu le courage politique de le faire. Il a une passion absolue pour les énarques, donc en Inde, on appelle ça les IAS, en fait, pour les services administratifs, IPS pour la police et IFS pour les services en fait, diplomatiques. Et globalement, le nombre de personnes pas très brillantes qui sont mis à des postes importants juste parce qu'ils ont ce diplôme-là commence à devenir ridicule en Inde. La diplomatie indienne, d'ailleurs, en parlant de diplomatie, est faible. Il n'a jamais réussi à en faire une diplomatie forte. Le ministre des Affaires étrangères lui-même est très fort, mais son ministère est faible. Il y a plein de problèmes structurels qu'il a réussi à résoudre sur l'écologie, sur l'électricité ou sur le gaz naturel, qui ont des répercussions écologiques très intéressantes, puisque quand vous avez du gaz naturel dans toutes les maisons, ça empêche les gens, ils n'ont plus besoin d'aller couper du bois pour faire à manger, ce qui crée énormément de déforestation. Mais l'eau potable, on attend toujours. Dans toutes les maisons en Inde, vous devez avoir un filtre à eau parce que l'eau n'est pas potable en Inde. Donc il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Modi. Je parlais un peu d'écologie. Je pense que sur l'écologie, il y a pas mal de choses aussi qui sont critiquables. Donc vous voyez, moi je travaille avec le gouvernement indien, j'ai des appels d'offres, mais c'est un pays où on est libre de parler. Tous les jours, il est critiqué, caricaturé, ainsi de suite dans les médias. Il y a beaucoup de bons, globalement. Je pense que c'est un excellent Premier ministre. Il a un bilan qui est assez impressionnant, mais il a énormément d'ombre à son tableau. Et il faut en parler. Et je pourrais même faire une vidéo entière sur ce qui ne marche pas en Inde. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Merci encore de tout le support que vous m'avez donné. Ça me motive énormément à faire d'autres vidéos. En tout cas, c'est très intéressant à faire. J'ai pas mal d'idées de sujets. Un d'actualité, ça pourrait être sur ce qui se passe actuellement au Bangladesh, avec un point de vue vraiment déstabilisation et coup d'État au Bangladesh. Un sujet plus léger, ça pourrait être pourquoi nous, les Indiens, sommes nuls en sport. Il y a plein de raisons sociologiques et économiques à cela. Et puis après, j'ai quelques idées, je vais les mettre là, de sujets qui pourraient être intéressants. Et si vous en avez, mettez-les en commentaire. Je lis tous les commentaires. On se revoit très vite pour des prochaines vidéos. Namaskar.